Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité, Jean-Philippe Biava. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'unité d'EDF en Guyane. Nous allons parler bien sûr d'avenir avec cette belle entreprise qui fait rêver, bien sûr, tous les jeunes Guyanais et avec tout son avenir également. Mais parlons de ce qui intéresse les gens dans leur quotidien, c'est-à-dire leur électricité tout simplement à la maison. Il y a eu beaucoup d'incidents sur le réseau électrique ces derniers temps. Comment on peut expliquer à la population, ne serait-ce que les petites coupures qu'on ne peut pas retrouver dans des grandes capitales imaginées comme Paris, New York et autres ? Il y a une caractéristique du réseau guyanais, d'électricité en Guyane, c'est que finalement on a un système qui n'est pas un système de grande ville, on a un système qui est quand même assez rural, c'est avec des grandes distances de réseau, avec la nature sur ces réseaux. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve des caractéristiques qu'on a aussi en métropole à la campagne, avec parfois des micro-coupures ou des coupures liées à des incidents liés à la nature, qui font qu'effectivement on gère ça. Alors par contre, c'est uniquement lié à la nature ? C'est lié souvent à la nature. On a aussi des soucis avec les zones d'habitat spontané qui créent beaucoup de perturbations. Quand on habite sur une ligne qui va vers des habitats spontanés ou derrière une ligne où il y a des habitats spontanés, on peut être aussi impacté par la qualité du courant. Donc ça dépend des endroits, mais en tout cas, on mesure ça et on investit pour améliorer les choses un peu partout en Guyane. Je reste sur ce sujet. Habitat spontané, ça veut dire que des gens peuvent se brancher sur le réseau EDF eux-mêmes ? Effectivement, oui. En Guyane, il y a des milliers de foyers qui prennent le risque de se brancher directement sur les lignes EDF, soit sur les lignes en hauteur, soit sur les lignes le long des poteaux, effectivement. On fait quoi à ce moment-là ? On a une cellule qui gère ça avec les services de l'État, avec la DEAL, avec les mairies, et qui fait des actions à peu près à la maille hebdomadaire pour débrancher ces branchements illégaux. D'accord. Vous avez entrepris des travaux pour pallier aux problèmes. On regarde un sujet et on va commenter justement, pour savoir comment vous travaillez dans le quotidien. Les centres de Baduel, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni ont en charge l'installation et l'entretien du réseau 20 000 volts. Lors des interventions, un agent relais est en lien avec le dispatching. C'est un véritable travail d'équipe. Là, on voit des agents en train de travailler. EDF en Guyane, c'est combien de personnes ? C'est 469 agents actuellement, à la fin de l'année 2013. Dispatchés un petit peu partout en Guyane ? Dispatchés partout, y compris dans les communes de l'intérieur, comme Maripasoula, Grand Santi, Papaïcheton, etc. Oui, tout à fait. Ouais. En général, lorsqu'on y rentre, on va en parler tout à l'heure avec les embauches, notamment. Voilà, on parle d'avenir, c'est ce qui fait rêver. Lorsqu'on voit tous ces agents-là, on parle de fierté quand on travaille à la police, quand on est pompier également. Est-ce que vous ressentez la même chose chez vos agents EDF ? Il y a cette fierté-là aussi. Je la ressens pleinement. C'est pas une entreprise comme les autres. Je la ressens pleinement. C'est-à-dire que ces agents-là fournissent un bien vital à la population et c'est pour ça qu'ils sont, quand il y a des coupures, ils sont aussi touchés par ça. Et ils font leur maximum, y compris la nuit, pour réparer. Ils comptent pas leurs heures quand il s'agit de réparer des pannes. Donc là-dessus, il y a une vraie fierté. Et d'ailleurs, les enquêtes internes le montrent. Ils sont fiers d'être EDF. Ouais. D'accord, c'est pour ça, effectivement, qu'on peut imaginer que tout le monde veuille y rentrer. On va y revenir. En Guyane, le plus gros chantier en matière d'énergie, c'est le barrage de Petit-Saut, c'est bien ça ? Oui. On regarde un extrait, un sujet de Bastien Sabouret, et on y revient. La consommation d'électricité va augmenter de 3,5% par an dans les 15 prochaines années, pratiquement de 100% d'ici 2030. Le barrage de Petit-Saut, par exemple, qui répondait à 75% de la consommation en 2002, n'en représente aujourd'hui que 50 à 60% 10 ans plus tard. Et en 2030, il ne représentera plus que 25%. Dans ce contexte, comment satisfaire l'objectif territorial d'une électricité 50% renouvelable en 2020 et comment obtenir l'indépendance énergétique en 2030 ? Voilà un extrait de Bastien Sabouret, vous connaissez bien sûr ce sujet diffusé sur ATG. Il a posé 2-3 questions, on peut y répondre avant de passer à la prochaine question, notamment sur le barrage ou l'électricité d'ici 2020, d'ici 2030. Effectivement, là, on pense que d'ici 2030, la consommation va doubler.
Le besoin des Guyanais va doubler de par la démographie. Et donc, quand on voit sur la route de Macouria, ne serait-ce que la route de Macouria. On voit bien donc sous là, on voit effectivement la Guyane se peupler. Et ça fait une augmentation d'à peu près 3 à 4% par an de la consommation et du besoin. Et il faut trouver des solutions, puisque si on ne trouve pas des solutions territoriales, on va passer par des achats de fuel et finalement créer des emplois ailleurs qu'en Guyane, rendre la Guyane dépendante à une énergie chère et polluante. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions maintenant pour l'avenir de la Guyane. On va parler de solutions. Il y a eu une visite décennale, c'est la règle, hein, tous les 10 ans. Comment s'était passé? Les résultats, c'est quoi? C'était la visite des 20 ans, on va dire, de Petit-Saut, et il s'avère que le barrage n'a pas vieilli dans ses infrastructures, dans son béton, dans son étanchéité. Il n'a pas bougé. Alors, on découvre un peu ça, puisque des barrages français en milieu tropical, il y en a réellement qu'un, c'est Petit-Saut, et on se rend compte que comme les températures sont très stables en Guyane, l'ouvrage vieillit peu, il bouge peu dans son génie civil. Donc bien passé. Ça s'est très bien passé, oui. Ouais. Il faut... alors c'est la grande question, là il devient politique, il faut un deuxième barrage, mais entre-temps... Enfin, c'est moi qui dis, il faut un deuxième barrage ou pas? C'est un choix territorial. Oui. L'hydraulique, c'est une énergie pas chère. C'est une fiscalité intéressante. Petit-Saut, c'est 15 millions d'euros chaque année de taxes qui retombent toutes sur le territoire. Conseil général, conseil régional, les communes, les collectivités. Donc c'est énormément de retombées financières sur un barrage qui va durer 100 ans. C'est plus d'1 milliard d'euros de retombées financières pour le territoire. Donc c'est intéressant pour ça par rapport au fuel qui, lui, fait vivre des pays producteurs de pétrole. Tout à fait. Alors, ce barrage, bien sûr, en construction, ça prend un certain nombre de temps. Entre-temps, la solution, c'est quoi? Alors, entre-temps, la solution, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'investir dans le fuel. Donc, EDF va réinvestir dans la centrale de Dégrade des Cannes pour la prolonger. EDF va également acquérir une turbine à combustion qui sera installée d'ici 2 mois à Kourou, supplémentaire, pour attendre des solutions, d'autres solutions, qui seraient les énergies renouvelables. Donc on fait tout pour les pousser, on aide d'autres producteurs à s'installer. Nous-mêmes, on a des projets en biomasse notamment. Et puis après, il y a la décision pour des gros ouvrages producteurs qui vont sécuriser le territoire sur le long terme. Et là, on a des choix à faire entre un barrage ou continuer dans le thermique avec des centrales thermiques qui malheureusement ont quand même des inconvénients sur le plan de la dépendance. On va en reparler. Vous êtes dans toutes les réunions, bien sûr, pour faire des choix, parce que ce sont des choix, on parle de territoire, des choix politiques. Ils disent quoi, nos élus ici en Guyane, sur vos choix? Enfin, des choix pris ensemble. Il faut quand même préciser que c'est pas EDF qui décide au final. Ce sont des choix pour les grandes infrastructures, ce sont des choix nationaux. Bien évidemment poussés par le territoire. Vous proposez, oui. Nous, on dit, voilà, grosso modo, tel mode de production d'électricité, c'est tel impact sur l'environnement, c'est tel coût pour la collectivité, c'est telle retombée fiscale, c'est telle création d'emplois. Il faut savoir, par exemple, qu'il n'y a aucune énergie parfaite. Prenons le solaire. Un exemple. Le solaire... J'ai remarqué que vous n'en parlez plus. J'ai l'impression que ce n'est pas la solution, le solaire. Éolienne, solaire, pas pour la Guyane. Le problème du solaire, c'est que c'est cher. Et ça n'est pas garanti. C'est-à-dire que l'énergie solaire, quand vous avez un nuage qui passe, tombe à zéro la production solaire en Guyane. Donc on est limité à un pourcentage qui est atteint en Guyane, sous peine après de mettre en péril le réseau électrique. Donc on est limité, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup moins, puisque de toute façon le potentiel est très limité. Alors par contre le solaire n'est pas polluant, ne rejette aucun gaz à effet de serre et ne consomme pas de fuel. Donc effectivement, vous voyez, il n'y a aucune énergie qui présente tous les avantages. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix, et je pense qu'il faut les faire en fonction du besoin du territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Créer de l'emploi, avoir une énergie pas chère, créer des infrastructures qui polluent le moins possible. On a tout ça à la fois. On a tout ça à peser, et il n'y en a aucune qui gagne sur tous les plans. D'accord. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui gagne? Alors, en fin de compte, c'est pas EDF qui décidera. Oui, bien sûr. mais vous, avec l'expérience que vous avez. Moi, je pense que l'énergie hydraulique au sens large est intéressante parce que c'est une énergie endogène. Elle est produite avec nos ressources, elle crée de l'emploi, elle crée de la fiscalité.
Elle a des inconvénients quand on parle de barrage, c'est qu'on noie une partie de forêt, du territoire. Quand on est sur des petits ouvrages au fil de l'eau, elle est plus chère que le barrage, mais on noie moins de territoire. Donc je pense que l'énergie hydraulique est très intéressante parce qu'elle est produite 100% locale, avec des emplois locaux et des ressources naturelles locales. Et ensuite, je mettrai la biomasse, qui est aussi une énergie intéressante, puisqu'on utilise le bois de nos forêts, on crée des emplois dans nos forêts pour alimenter des centrales sur notre territoire, gérées par des employés locaux. Donc on crée aussi 100% d'emplois sur le territoire. A contrario du fioul, qui lui fait travailler beaucoup de gens dans les pays producteurs. Donc, puisqu'on achète du fioul, il faut savoir que Dégradé-Cannes, c'est 50 millions d'euros, c'est 100 millions de litres chaque année qui sont achetés donc aux pays étrangers, arabes, etc., qui produisent donc du pétrole. Donc c'est des emplois créés ailleurs. Vous avez la solution. Avenir énergétique, réinvestissement réalisé sur la production thermique de Dégradé-Cannes. On regarde le sujet. Tout le monde connaît les célèbres cheminées de la centrale EDF de Dégradé-Cannes qui produit environ un tiers de l'électricité de Guyane grâce à ses moteurs diesel. Mais saviez-vous justement comment on y fabrique cette électricité ? La production thermique d'électricité sur la centrale de Dégradé-Cannes consiste à convertir de l'énergie fossile issue du fioul et du gazoil en énergie mécanique via nos moteurs. Ces mêmes moteurs entraînent des alternateurs et convertissent alors l'énergie mécanique en énergie électrique. Celle-ci, après être passée par nos transformateurs, est distribuée sur le réseau guyanais. 100% de nos rejets aqueux et atmosphériques sont traités et scrupuleusement suivis. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Réinvestir sur la production thermique, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais c'était important. Oui, il faut moderniser cette centrale. Elle est polluante, il faut la moderniser au maximum de ce qu'on peut, et on peut la moderniser et la pousser jusqu'en 2023 actuellement. Ensuite, les normes seront tellement drastiques que cette centrale ne pourra pas poursuivre son exploitation. Donc il faut trouver des solutions pour l'avenir, pour dans 10 ans. Parlons-en, alors. C'est important de trouver. Le lieu est important lorsqu'on met des usines comme celle-là. Le lieu est important, effectivement, parce qu'il y a des réseaux derrière à raccorder et il y a des problèmes techniques que je détaillerai pas, qui sont très compliqués. Donc le lieu est important. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas complètement jeter le fuel, puisque c'est une énergie qui est extrêmement malléable. On stocke du fuel et on produit à la demande. Donc le fuel a un rôle à jouer. Dans un réseau guyanais. C'est une sécurité maximum, indépendante de la nature. Maintenant, donc le choix est à faire. Je pense qu'en 2014, le sujet va bien avancer. Les hommes politiques guyanais sont très très intéressés par le sujet. Et maintenant, je pense qu'il faut que les citoyens également aient leur mot à dire, puissent aussi s'exprimer sur le sujet. Très bien. EDF, une entreprise d'avenir. EDF en Guyane a réalisé 35 embauches locales. On verra donc sur la photo, les gens ils sont heureux. Ils sortent de quelle filière, notamment ces 35 embauches qu'on voit sur la photo? C'est quoi les filières? Techniques, la plupart? Ce sont des filières techniques, essentiellement. On est un métier d'industriel. On a besoin de techniciens supérieurs, de bacheliers, en électricité, en électrotechnique, en mécanique également, à Dégradé-Cannes ou à Petit-Saut, sur le barrage. Donc on est sur des métiers techniques, bac plus 2, et même ingénieur. Et d'ailleurs, c'est pas facile de trouver des ingénieurs en Guyane, puisque les Guyanais qui veulent faire des études d'ingénieurs vont les faire en métropole et reviennent rarement sur le territoire derrière. Donc on a souvent des bacs L ici en Guyane et beaucoup de bacs effectivement en droit, en littérature, en juridique et autres. Et beaucoup moins ça intéresse moins les Guyanais le technique, mais bon, avec d'autres entreprises comme le CNES, qui sont très demandeurs d'emplois techniques, on crée quand même une demande, et il y a des organismes comme l'IUT de Kourou qui développent des filières. Donc ça devient intéressant, et je pense que c'est l'avenir. Alors, donc voilà, là on parle aux parents, avec les enfants qui sont en ce moment en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire demain. Voilà une filière très, très intéressante. Surtout, d'après ce que j'entends, ce n'est pas fini? Oui, c'est pas fini. Alors moi, j'étais extrêmement fier d'accueillir 35 jeunes. Là, 35, c'est énorme, surtout c'est énorme. En Guyane. Ouais. Ça m'a fait vraiment plaisir, puisque c'est quand même un taux d'embauche important. Et on continue en 2014 sur un rythme important. On va encore avoir plusieurs dizaines de jeunes à intégrer.
Donc, tous les jeunes qui ont des formations techniques, préparez-vous. Il y aura des appels à compétences tout au fil de l'année et des opportunités de rentrer dans notre entreprise. Ouais. À l'heure où on entend souvent, dans certaines entreprises, que les retraités ne seront pas remplacés, etc. Vous avez un discours complètement différent. Pareil pour le CNES. On avait reçu Bernard Chemoul ici même sur le plateau du Focus Info. Ça fait rêver, ça donne envie. On est sur un secteur porteur parce qu'on est dans un pays qui se développe, la Guyane. On recrute un peu plus de 2 jeunes pour un départ. Donc on est vraiment sur une stratégie de croissance des moyens, investissement technique, investissement humain. On travaille aussi sur les formations internes pour que justement les salariés soient plus compétents, développent leurs aptitudes tout au long de leur carrière. Donc c'est plaisant d'être dans une dynamique positive. C'est vraiment plaisant. Ouais. Et des postes aussi, même pour personnes handicapées aussi. Tout à fait. Oui, on essaye d'accueillir quelques personnes handicapées, parce qu'on a aussi des postes moins techniques d'accueil du client, qui peuvent sans problème accueillir des personnes à mobilité réduite. Alors on en parlait au tout début d'émission, la fierté de travailler effectivement dans une belle entreprise comme EDF. Parce qu'il y a aussi des avantages, les petites faveurs, qu'on essaye de toucher d'ailleurs. Ça sera ma dernière question. Les avantages, les petites faveurs de la SNCF et EDF, le gouvernement veut les réduire pour plus de solidarité, puisque le pays a du mal à trouver un équilibre. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est pas prévu cette question. C'est une, comme les autres. C'est une grande question, non ? Très sérieusement. Je pense que les agents d'Air France ont des avantages sur les billets, les agents de l'eau, des avantages sur l'eau, les agents d'EDF, des avantages sur l'électricité. On parle des retraites, effectivement, du système des retraites. Il faut savoir que personnellement, nous, on paye notre télévision. Elle n'est pas gratuite. C'est un peu d'humour. Allez-y. Il faut savoir que le système des retraites d'EDF n'impacte pas du tout le système des retraites français. Il est totalement autofinancé, donc il n'impacte pas. Les durées de cotisation sont les mêmes que dans le privé. Elles ont été mises au même niveau il y a quelques années. Donc on cotise autant de trimestres à EDF que dans les autres entreprises. Et puis au final, on a le courant le moins cher du monde, quasiment, à 11 centimes le kilowattheure. On a le courant le moins cher du monde et une qualité de courant, certes, qu'on peut toujours améliorer, mais on fait notre maximum. Et en Guyane, en 2013, on était à 130 minutes en moyenne par client de coupure, et ce qui nous rapproche des bons standards internationaux. Donc on n'y touche pas, bien sûr. Écoutez, je pense qu'il faut tout regarder. Si on y touche, il faut tout regarder. Actuellement, finalement, ces petits avantages sont autant d'argent qu'on ne retrouve pas dans les salaires. Donc, il faut tout regarder, les salaires, les primes, les avantages, et puis faire un bilan. Allez, on va rester sur cette note positive. On l'a entendu, et ça, c'est peut-être pour les jeunes en ce moment qui sont en train d'étudier. EDF, 35 embauches, c'est énorme. Je crois que vous êtes une des rares entreprises à faire cela. Et apparemment, ce n'est pas fini. C'est pas fini. En 2014, je pense qu'on n'aura pas loin de une vingtaine d'embauches. J'attends encore les chiffres, mais j'espère en avoir encore beaucoup. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Jean-Philippe Biava, je rappelle, directeur d'unité d'EDF en Guyane. Merci d'avoir participé à notre Focus Info. Merci à vous. Allez, on se retrouve quant à nous demain. Demain, vous le savez, pas de focus, mais premier magistrat avec la commune de Remire-Montjoly. 3 candidats pour la commune de Remire-Montjoly. Claude Plénette, Madame Suzanne Sancalé et également le maire sortant, Monsieur Ganti, Jean Ganti. Voilà pour le débat de demain, mardi, jeudi, le débat de Kourou. Donc ne ratez pas ces 2 débats. Premier magistrat, demain c'est à partir de 20h. Bonne soirée, sans plus tarder, voici le journal de TF1.